Bienvenue sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Ravi de vous faire vivre cette 5e date de la tournée Réno Tour. En attendant le forum Réno Days, ce sera les 7 et 8 octobre prochains, porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon. Nous sommes au cœur du quartier Lyon-Confluence, installé à la Sucrière, un ancien entrepôt industriel des années 20, autrefois dédié au stockage du sucre, entièrement réhabilité dans les années 2000. Bâtiment à la croisée du patrimoine, de la modernité. C'est devenu un haut lieu culturel, accueillant notamment la Biennale d'art contemporain. Voilà pour la présentation. Dans ce cadre chargé d'histoire, tourné également vers l'avenir. Deuxième table ronde sur le thème de la rénovation globale, sur celui des aides et des applications régionales. Véronique Dufour, bonjour. Bonjour. Directrice de Ville et Aménagement Durable, c'est un centre d'échange et de ressources bâtiments et aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être présente. Philippe Notargiacomo, bonjour. Bonjour. Président de Homeserve Énergie Service, entreprise qui est basée à Lyon. Merci d'être présent. Karine Thomas, bonjour. Bonjour. Directrice générale de Prestataire Certification, organisme indépendant spécialisé dans la certification de la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments. Voilà, j'ai été clair. Bon, bienvenue en tout cas à tous les trois. C'est une table ronde qui se déroule en public et vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Merci à vous, merci de votre attention et tout à l'heure d'ailleurs je vous invite à écouter jusqu'au bout puisque vous aurez l'occasion de pouvoir interpeller nos trois invités en posant directement vos questions. Peut-être une question pour Philippe Notargiacomo pour commencer. Je rappelle président de Homeserve Énergie Service. C'est quoi concrètement Homeserve Énergie Service? C'est quoi l'objectif de votre entreprise? Alors, chez Homeserve Énergie Service, on est spécialiste donc du confort thermique et de la rénovation énergétique. Donc on a un peu plus de 800 collaborateurs en France, dont 250 qui sont basés en région Rhône-Alpes. Et donc on va être capable à la fois d'assurer la maintenance des appareils de chauffage, des installations d'appareils de chauffage et de centrales photovoltaïques, et également des projets de rénovation d'ampleur. On s'adresse prioritairement à une clientèle de particuliers. Alors quel est le rôle de Ville et Aménagement Durable, Véronique Dufour? Alors le rôle de Ville et Aménagement Durable, donc il y a un réseau de professionnels construction, bâtiment, aménagement durable en aura, comme vous l'avez précisé en introduction. L'objectif, c'est vraiment de faire vivre le retour d'expérience, la création de savoir et de savoir-faire et leur diffusion. Tous les métiers sont représentés et ensemble, l'objectif, c'est de s'informer, de se former, de débattre et surtout de co-construire de nouveaux standards pour accompagner l'ensemble de la filière. Karine Thomas, je me tourne vers vous, prestataire certification. Quel est finalement votre rôle aussi dans la chaîne de la rénovation énergétique? Alors, le rôle de prestataire certification, c'est de valider l'atteinte de performances, d'exigences en fait, choisies par le maître d'ouvrage sur un référentiel, nos référentiels, donc sur la rénovation énergétique, mais aussi la construction neuve dans le tertiaire et dans le logement. On est un organisme accrédité par le COFRAC, neutre et indépendant, ce qui légitime la démarche et on accompagne les maîtres d'ouvrage dès la conception jusqu'à la livraison du bâtiment ou des travaux pour la rénovation. Cette question, je vais vous la poser à tous les trois et je la pose à l'ensemble des speakers qui viennent sur ces tables rondes. Karine, vous pouvez garder la parole, mais finalement, comment faire pour accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur ? Alors pour massifier, il faut entraîner un maximum d'acteurs et un maximum de maîtres d'ouvrage. Alors si on doit parler pour notre cas de la certification, bien c'est que ça ne soit pas vécu comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité, et du coup de lever certains freins limitants, en tout cas des fois qui ne sont pas réels. Donc engager un maximum de maîtres d'ouvrage en leur permettant de rentrer dans une spirale vertueuse et de certifier leur ouvrage en commençant par le commencement, puisque s'il y a des acteurs qui sont rompus à cet exercice, d'autres pas du tout, et ne veulent pas y aller parce qu'ils pensent que ça va être difficile et que ça va coûter cher. Et on y reviendra tout à l'heure. Véronique Dufour, même chose, comment faire pour accélérer cette massification ? Alors, je pense que pour accélérer cette massification, il faut activer tous les leviers possibles. Tout à l'heure, on nous parlait de construction hors site, c'en est un. Tout ce qui a été dit au préalable sur la première table ronde, les questions de formation, il faut rassurer aussi les maîtres d'ouvrage qui sont ambitieux et qui comprennent
pourquoi il est important de réhabiliter. Il y a cette question énergétique qu'on a évoquée tout à l'heure, mais il y a aussi tous les autres sujets, les enjeux de confort d'été, les enjeux de santé à l'intérieur des bâtiments, les enjeux d'usage. Il faut rassurer sur les travaux aussi, parce que parfois ça fait peur. Il faut trouver des financements, il faut trouver des entreprises compétentes et disponibles. Voilà, il y a tout un écosystème à activer. Et je pense, savoir pourquoi on fait les choses, rassurer, se donner de l'ambition et avoir les moyens d'agir. Philippe Notargiacomo, comment est-ce qu'on fait pour accélérer la massification ? Alors on pourra en parler des heures, je pense, en tant que tous passionnés ici, mais la première chose, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que les Français ont envie de le faire. On a fait très récemment une étude avec OpinionWay sur plus de 2000 personnes sondées. On a plus de la moitié des Français aujourd'hui qui ont l'intention de s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Donc la demande est là. Maintenant, pour la massifier, puis la massifier dans le temps, il va nous falloir un cadre réglementaire et un cadre d'aide qui soit beaucoup plus stable qu'il l'a été ces dernières années, parce qu'on a besoin, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'institution publique ou parapublique, quelque part, de trouver des process et des investissements qu'on puisse continuer de façon durable dans le temps, ce qui est compliqué aujourd'hui. Et puis évidemment, en aval, on a un vrai sujet autour de la main-d'œuvre, parce que pour tenir les objectifs de décarbonation qui sont ceux de notre pays, il va falloir qu'on accélère également dans la mutation des compétences et des savoir-faire pour pouvoir exécuter ces travaux. Alors, vous parliez à l'instant d'une enquête réalisée avec OpinionWay. Alors justement, moi, je l'ai lu, cette enquête. Il y a quelques chiffres comme ça qui sont venus me titiller. 63% des propriétaires affirment ne pas pouvoir se lancer sans MaPrimeRénov'. 37% ont déjà abandonné leur projet faute d'accès à l'aide. 78% se disent perdus dans les démarches. 60% ont le sentiment d'être victimes d'une arnaque, carrément, sur le sujet. C'était quoi, clairement, les objectifs pour vous de cette enquête ? Alors, on a fait cette enquête au mois d'octobre, au moment de cette incertitude budgétaire, et puis à un moment où aussi la demande pour les travaux a chuté depuis la deuxième partie de l'année 2023. Donc on a essayé de comprendre un petit peu quels étaient les freins et puis les leviers qu'on pouvait activer. Donc voilà, c'était l'objet de cette enquête, et effectivement on a certains de ces résultats qui parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on est sur des travaux aujourd'hui qui restent coûteux, et on a vraiment besoin d'aller utiliser des systèmes de subvention pour accélérer la demande, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur les un peu plus de 5 millions de passoires thermiques qu'on a en France, une grande partie sont détenues par des ménages modestes ou très modestes. Donc on a besoin d'aller chercher ces catégories de population si on veut tenir nos objectifs de décarbonation. Et dans un contexte de baisse des aides annoncées, des aides publiques, c'est quoi l'impact concret que vous observez aujourd'hui sur les projets directement de vos clients ? On a moins de demandes, tout simplement. Pour vous donner un exemple concret, le marché de la pompe à chaleur, donc en 2024, il a diminué d'un peu plus de 40%. Donc c'est pas du tout dans les objectifs du gouvernement qui était de sortir des énergies fossiles. Et en réalité, on s'est retrouvé avec un paradoxe à la fin de 2024, avec une augmentation du marché des chaudières gaz et une diminution de plus de 40% de la pompe à chaleur, donc à peu près l'inverse de la trajectoire qu'on devrait adopter. Et c'est quoi le principal frein aujourd'hui pour les personnes pour avoir l'envie de passer à l'acte ? Il y a besoin de davantage de lisibilité, notamment sur les aides. On entend beaucoup de messages contradictoires. Ne vous engagez pas, ou les systèmes vont changer, dépêchez-vous, au contraire attendez. Donc le client globalement est perdu. Donc ça, c'est quand même une vraie problématique. Et puis dans nos politiques énergétiques aujourd'hui, on a un différentiel entre le prix de l'électricité et le prix du gaz qui fait que la rentabilité de l'électrification, elle est un peu plus questionnée par des clients qui se disent finalement, compte tenu d'un prix de l'électricité qui est assez élevé, je vais rester sur mon générateur gaz et puis on verra plus tard comment les prix vont évoluer. Chez Homeserve, sur quoi repose votre accompagnement finalement ? Alors, on a cette particularité d'avoir un accompagnement relativement complet, c'est-à-dire qu'on va aider le client à déterminer les bons scénarios de travaux. Est-ce qu'on doit l'orienter vers un monogeste ou est-ce qu'on doit l'orienter vers
faire une rénovation d'ampleur. On va lui proposer donc des plans de financement. Au sein de ces plans de financement, on va notamment pouvoir l'orienter vers des organismes de financement pour financer le reste à charge. On va prendre en charge également nous-mêmes, on va lui avancer les aides en tant que mandataire administratif et financier. Donc c'est des montants vraiment significatifs que les clients n'ont pas besoin d'avancer de par ce statut de mandataire administratif et financier. Et puis évidemment, le plus important, l'exécution des travaux. On exécute les travaux à la fois en propre avec nos propres artisans et également en utilisant un réseau de partenaires qui sont certifiés RGE pour garantir l'accompagnement et l'efficacité des travaux de bout en bout. Véronique Dufour, quand on a préparé ensemble aussi cette table ronde, vous insistiez sur le fait de la nécessité d'un diagnostic préalable de qualité au niveau technique, patrimonial et d'usage. Pourquoi est-ce que c'est important finalement ça dans le succès d'un projet de rénovation ? C'est important parce que tous les bâtiments sont différents et avant d'appréhender une réhabilitation, et qui est souvent une réhabilitation avec un focus uniquement énergie, où on va dire on va changer les systèmes, il y a plein d'autres choses à voir sur le bâti avant, des diagnostics réglementaires, des diagnostics structurels, architecturaux, et de prendre en compte aussi les savoir-faire locaux, la ressource locale, et c'est avec ce diagnostic complet et multicritère que derrière on va pouvoir élaborer le programme le plus efficient et le plus cohérent pour le projet et venir faire des allers-retours et re-questionner son programme au regard du diagnostic et faire un projet pertinent. Et ça, c'est très important. Ouais. Et ça permet aussi, derrière, d'éviter des pathologies, de venir intervenir sur du bâti traditionnel ou du bâti ancien en venant l'isoler, en créant des problématiques de transfert d'humidité et des pathologies plus tard. Enfin voilà, c'est très important de se baser sur un diagnostic qui soit multicritère et pas arriver tout de suite et s'attaquer au système sans connaître le fonctionnement du bâtiment. Ouais. Parce que déjà, tout simplement, peut-être qu'en optimisant les systèmes en place, on peut déjà avoir des gains jusqu'à parfois 30% d'énergie sur le fonctionnement du bâtiment. Et d'ailleurs, vous ne parlez pas que de performance énergétique, vous avez une approche qui est nettement plus large. Oui, je pense que c'est très important de profiter de cette porte d'entrée de rénovation énergétique pour embarquer l'ensemble des autres sujets. C'était rappelé sur la précédente table ronde. Hein. Enfin, on fait sur la question des logements, même des bureaux, on y vient pour travailler, ou un logement, on y vit. Donc c'est sa fonction première, c'est de se sentir bien, c'est d'accueillir des humains. Donc il y a ces questions de qualité de l'air, de confort d'été également. Alors évidemment, là maintenant, il faut mettre le prisme très fort sur ces sujets-là de confort d'été, sans oublier la question de thermique d'hiver, parce que le prix de l'électricité et du gaz a augmenté, et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se chauffer, donc ça reste quand même un sujet très important. Il y a la question du réemploi aussi qui peut être intégrée dans ces diagnostics, et j'en reviens parce que là on est multicritère, donc il n'y a pas que l'énergie, il y a la question du carbone, de comment on préserve aussi les ressources, et c'est bien pour ça, ce que je disais en introduction, de rappeler quels sont les enjeux de la rénovation. Pourquoi il faut rénover, pourquoi il faut changer nos modes de faire, tout ça, ça répond à des enjeux qui peuvent être globaux, qui peuvent être très locaux, et il faut les intégrer dans les projets. C'est quoi la rénovation frugale ? La rénovation frugale, la frugalité, c'est un vaste terme, mais c'est l'idée d'avoir une approche qui soit très transversale. C'est le premier pas, déjà, c'est de se dire de préserver le foncier, de limiter l'étalement urbain. Voilà, faut-il encore construire ? Rénovons plutôt que de construire en neuf. C'est la frugalité en matière. C'est la frugalité en énergie et c'est la frugalité aussi en termes de processus. Comment on peut réinventer nos modes de faire, comment on peut trouver des processus de travail plus efficients avec plus de dialogue et des corps de métier qui seraient associés dès la conception pour des chantiers plus fluides et des résultats derrière plus pertinents. Pour que ce soit tout à fait concret, justement, j'imagine que vous avez accompagné plusieurs projets emblématiques, notamment sur le territoire et notamment sur Lyon. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui illustre justement cette approche un peu transversale que vous avez de la rénovation ? Je peux citer, alors c'est pas l'exemple que je vais donner, mais il y a l'opération d'Est Métropole Habitat qui a été citée tout à l'heure. Et pour répondre à la question, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un club massification qui existe, qui est un club partenarial où vous retrouvez Ville Aménagement Durable, Aura HLM qui est l'association qui regroupe tous les bailleurs régionaux. Il y a Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi Fibois ? Parce que en gros, ils maîtrisent toute la filière de l'industrialisation et toutes les FOB, les façades à ossature bois qui sont préfabriquées avant d'être mises sur chantier.
Et il y a aussi le cluster éco-bâtiment. Donc avec ces 4 structures, on essaye de faire vivre ce club où 2 fois par an, on essaye d'aller visiter un peu tous les projets d'envergure sur le territoire. Le prochain club, c'est le 4 juin, où on parlera du bailleur Cristal Habitat avec son opération du Piochet, où c'est aussi une opération de massification inspirée d'Energy Sprong. Il y a un projet frugal qu'on peut citer, c'est encore un projet de bailleur qu'on a accompagné pour la réalisation d'un carnet de chantier et qui a été inauguré la semaine dernière, c'est Philwood, qui est une réhabilitation avec extension et surélévation à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, donc dans les Monts d'Or, en banlieue lyonnaise. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi c'est global, c'est qu'en fait, ils ont pas du tout traité que la question énergétique. Ils ont retravaillé la question des logements traversants qui ne l'étaient pas. Ils ont préservé un parc en ne construisant pas sur le parc, mais en faisant du neuf avec le déjà là. Ils ont retravaillé tout le traitement des eaux de pluie à la parcelle. Donc ils ont fait de la préfabrication de façade à ossature bois. Tout le bois utilisé vient soit du Vercors, enfin en tout cas de la région très localisée. Ils ont réemployé plus de 13 tonnes, donc il y avait 16 tonnes de matériaux potentiellement réemployables sur le projet. Ils en ont réemployé, je crois, une dizaine de tonnes in situ et 3 tonnes qu'ils ont redistribuées sur d'autres projets. Donc voilà, c'est un projet, du coup, il y avait 20 logements initialement, maintenant il y en a 44. La moitié en logements sociaux en accession sociale et la moitié en BRS, pour permettre justement de l'achat d'appartements dans une commune qui est Saint-Didier-au-Mont-d'Or, où en gros, pour vous donner, c'est à peu près 700 000 € si vous voulez un T4 neuf. Et donc d'accueillir de la mixité sociale dans une commune comme Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Et voilà, je cite ce projet-là parce qu'ils ont essayé d'activer plein de leviers. Il y a cette approche sociale, il y a cette approche de gestion de l'eau de pluie, de la préfabrication hors site. Voilà, ils ont essayé d'être multi-sujets et le plus frugal possible. Le plus frugal possible. Karine Thomas, directrice générale de Prestataire Certification. Justement, si on parle de certification, en quoi ça constitue aujourd'hui un levier clé même pour sécuriser l'octroi d'aide à la rénovation énergétique? Eh bien, ça a été évoqué tout à l'heure. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on trace finalement l'argent public qui est distribué. Il faut des aides pour inciter. Et clairement, on l'a vu, enfin, nous, on certifie depuis de très nombreuses années sur le neuf les aides incitatives qui ont été mises en place, telles que l'exonération de TFPB, mais aussi les dispositifs régionaux, locaux et différentes aides ont été des leviers très importants. Et les bailleurs, en premier lieu, certifient et ont ancré un certain nombre de pratiques. Mais quand on rencontre les délégataires, les institutionnels qui mettent en place des dispositifs, leur sujet, c'est comment on s'assure que quand on délivre à la clé des subventions ou des aides, les exigences qui sont fléchées vont vraiment être atteintes. On parlait tout à l'heure d'une stratégie de résultat et non pas de moyens. C'est exactement ce que la certification assure. C'est finalement du résultat et non pas du moyen. Aujourd'hui, peu importe les moyens qui sont utilisés, nous, on va contrôler que telle ou telle exigence ou telle finalité soit bien atteinte et que les aides, finalement, ne sont pas distribuées à tort et à travers. Et on sait qu'il y a eu de nombreuses fraudes, pour rappeler celle de C2E ou d'autres sujets, détournement d'aide, etc. Alors, il y a de nombreuses collectivités, comme ici d'ailleurs à Lyon maintenant, qui intègrent des exigences de certification. Ouais. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les maîtres d'ouvrage ? Ça change le fait qu'ils ont un guide déjà, qui peuvent avoir une lisibilité sur quels sont les niveaux de performance ou autres sujets de performance globale, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est la performance énergétique, mais on parle beaucoup de biodiversité, on l'avait tous vécu pendant le Covid, c'est bien d'être dans un appartement où il y a du confort, mais d'avoir des extérieurs, de pouvoir sortir sur un balcon ou d'avoir des espaces partagés. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour du bâtiment et pas seulement dans le logement aujourd'hui qui est regardé. Donc en fonction des collectivités, il y a différents sujets qui sont traités et tous ne flèchent pas les mêmes aides. Il y a des aides sur la performance globale et après il y a des touches sur plus on descend dans le sud, plus, alors effectivement Lyon, mais des sujets de confort d'été. Dans le nord, c'est la réutilisation des eaux pluviales, etc. Donc aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage
peuvent identifier. Alors ceux qui certifient déjà depuis longtemps, ils ont l'assurance qu'ils vont pouvoir être aidés et financer leurs opérations. Et ceux qui n'ont jamais certifié, qui savent pas, à qui ça fait peur finalement de faire performant, ils ont l'occasion d'aller parfois par petites touches et puis au fur et à mesure plus global, parce que finalement on retourne jamais en arrière, c'est de l'amélioration continue, il faut bien commencer par quelque chose. Alors à juste titre, certains évoquent le coût ou la complexité de la certification. Comment est-ce qu'on répond à ça ? Alors le coût, c'est un faux sujet pour la certification en tant que telle, puisque la certification représente à peu près 0,012% du coût d'une rénovation ou d'une construction. Ce qui coûte plus cher, évidemment, c'est ce qu'on va mettre en œuvre, les moyens qui vont être mis en place pour atteindre ces exigences. C'est aussi là que la certification a un rôle important, c'est que finalement, c'est pris, le projet, il est réfléchi en amont. Dès la conception, enfin même avant d'avoir travaillé avec les bureaux d'études, les AMO, etc. Ça permet d'anticiper et de réfléchir à comment on va atteindre les exigences et pas se retrouver en cours de rénovation à se dire finalement ça je l'avais pas prévu, et quand il faut faire quelque chose qu'on n'a pas prévu et qu'on n'envisage pas dans son ensemble, c'est là que ça coûte très cher. Et puis après, comme on l'a dit, il y a des aides. La certification, elle est de plus en plus associée aux aides parce que c'est un levier. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand on paye la certification en face, en balance, il y a des aides et des facilités de financement qui finalement équilibrent complètement, voire viennent en bonus face au coût de la certification. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la certification permet aussi d'aider finalement à débloquer des financements, peut-être aussi des financements privés, des prêts bonifiés. Alors, quand même, ce sont essentiellement les institutionnels publics, les collectivités locales. Enfin, on a entendu plein de dispositifs tout à l'heure. Éco-Rénov, la métropole de Lyon a fait aussi un référentiel maison qui s'appelle Habitat durable Grand Lyon. On a des fonds chaleur, on a des dispositifs pour les C2E, pour les crédits carbone. Donc, il y a énormément de dispositifs mis en place par les institutionnels, mais il y a aussi des financeurs privés et les banques qui flèchent aussi, moyennant l'utilisation de matériaux biosourcés ou des sujets de taxinomie pour traiter de l'adaptation, de l'atténuation au changement climatique, permettent finalement d'avoir des taux bonifiés. Alors, vous parliez des banques, je vais en parler également avec vous, Philippe Notargiacomo. Le reste à charge, ça reste évidemment un obstacle qui est majeur, notamment pour les ménages qui sont évidemment les plus modestes. Comment là, les banques, justement, peuvent, et les assureurs peuvent finalement contribuer à combler le fossé qui, on a l'impression, est de plus en plus grand? Alors, je pense que c'est aussi plus large que ça, c'est-à-dire que les banques et les assureurs doivent jouer leur rôle, c'est une évidence. Je pense que l'État doit aussi jouer son rôle, et puis les sociétés qui commercialisent les solutions. En amont, il faut avoir cette capacité à orienter déjà le client vers des solutions de financement, ce que ne font pas l'ensemble des sociétés. Donc ça nécessite un certain nombre de formations sur ces produits-là. Ensuite, on a besoin également qu'il y ait plus d'ouverture de la part des banques, parce que ce qu'on constate aujourd'hui sur le financement du reste à charge, notamment à travers l'éco-PTZ, c'est qu'on a un taux de casse, c'est-à-dire de dossiers qui sont refusés, qui reste malheureusement assez important, en plus d'avoir des délais de validation qui freinent les rénovations. Et c'est un vrai sujet. Parce que autant l'éco-PTZ, il y a eu plus de 100 000 éco-PTZ qui ont été distribués l'année dernière, donc en 2024. Mais quand on fait l'analyse des déciles de revenus fiscaux auxquels ils ont été distribués, on se rend compte qu'ils ne sont pas allés servir, ils sont allés moins servir, en tout cas, les déciles les plus faibles, c'est-à-dire les tranches d'imposition les plus faibles. Sous-entendu, ils ont eu du mal, cette tranche de population-là a eu du mal à se faire valider son éco-PTZ.
Je pense que c'est important. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, mais les passoires thermiques, elles sont détenues essentiellement par des ménages modestes et très modestes. Donc c'est important qu'on arrive à leur accorder davantage de financement. Et peut-être qu'une façon de le faire, ce serait que l'État s'implique justement en mettant en place un fonds de garantie par l'État qui viendrait justement faciliter l'accès à ces solutions de financement gratuites, donc à 0% en tout cas pour les ménages les plus modestes. C'est une des pistes en tout cas. C'est quoi les spécificités locales que vous observez, vous, dans vos projets de rénovation ? Alors, il y a des spécificités déjà du bâti, hein, déjà d'une part. Évidemment, les spécificités du bâti en région Rhône-Alpes vont être très différentes que si on travaille en Bretagne ou si on travaille en Normandie, donc c'est important de bien prendre ça en considération. Ensuite, localement, ce qu'il faut appréhender, c'est la diversité des systèmes d'aide qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'au-delà des aides nationales, on compte dans le seul département du Rhône, on compte pas moins de 19 dispositifs différents d'accompagnement du particulier, suivant sa commune, sa communauté de communes, son agglomération, et chacune avec ses propres caractéristiques. Donc il y a par nature beaucoup de spécificités, ce qui est pour moi un vrai sujet quand on parle de massification. Il y a trop de spécificités, donc il faut qu'on arrive à rendre tout ça beaucoup plus homogène. Donc il faut qu'on ait des instructions qui soient similaires, il faut qu'on ait des aides qui se ressemblent davantage les unes aux autres, et ça ne doit pas s'opposer à tenir compte des spécificités locales et des spécificités du bâti. Et pour revenir à votre première question, comment on massifie, il faut qu'on simplifie beaucoup si on veut avoir l'espoir de massifier tout ça. Véronique Dufour, au moment de préparer ensemble aussi cette table ronde, on a évoqué ensemble les leviers que vous aviez identifiés pour massifier la rénovation. Vous m'avez parlé, vous m'arrêtez si je me trompe, de surélévation, de préfabrication, d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est quoi concrètement, vous, les freins, oui, que vous pouvez être amené à observer sur le terrain ? Les freins, je pense qu'on les a déjà beaucoup évoqués. Je pense qu'il y a tout dépend du public et du type de bâti, mais en fait, que ce soit pour la réhabilitation du parc tertiaire dans le cadre du décret tertiaire, dans le cadre des copros, ou c'est peut-être dans le logement social, ou presque c'est le plus simple parce que le bailleur gère en direct, c'est que les maîtres d'ouvrage, ils sont perdus, ils savent pas à qui s'adresser, ils n'ont pas de guichet unique. Voilà, il faut sécuriser, fiabiliser les aides et les sécuriser, ça je l'ai dit. Pour moi, ça c'est un des plus gros freins. Et un autre frein, c'est très clairement la question du financement. Parce que je pense que les prises de conscience, elles sont là, même si j'aimerais que ça se massifie encore plus au-delà des questions de rénovation, c'est que cette prise de conscience et de pourquoi on fait tout ça, que ce soit acté, que ce soit une culture commune de chacun d'entre nous. Mais voilà, c'est le financement, où est-ce que je trouve les professionnels, mais les professionnels formés existent, les acteurs qui les forment sont présents aussi et déploient tout un tas de programmes pour accompagner au mieux la filière. Je pense que c'est vraiment cette question de moyens financiers, mais aussi de moyens humains et à qui je m'adresse. Et ça, c'est assez important. Et un autre sujet qui est quand même aussi important, c'est de se dire qu'au-delà des questions de financement, c'est comment on fait les projets. Et je pense que pour tous les acteurs qui travaillent, qui sont sur le terrain, les maîtres d'œuvre, les entreprises, c'est aussi laisser plus de temps pour faire les choses, laisser plus de temps pour concevoir les projets. Donc c'est un peu moins de matière et un peu plus de matière grise, quoi. Ça, c'est important. Karine, Thomas, une dernière question peut-être j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'on peut donner un exemple ici à Lyon qui montre concrètement l'impact de la certification sur un projet de rénovation ? Alors oui, il y en a de nombreux. Tout à l'heure, on a cité Aléa d'Habitat, par exemple. On a certifié pour l'habitat il y a quelques années maintenant un logement, un collectif d'à peu près 200 logements où il visait le label BBC EFI Énergie. On en a un autre en cours de certification d'ailleurs avec Lyon Métropole Habitat qui vise aussi le label EFI Énergie avec comme ambition quand même étiquette A et B, avec les notions de biodiversité, de performance globale du bâti, de ventilation. Donc là, ça intègre, c'est assez ambitieux, hein. Mais concrètement, voilà des acteurs qui certifient
certifient depuis un bon nombre d'années et qui ont ancré certaines pratiques. Et c'est aussi d'abord, ça tire toute la filière vers le haut, parce que quand on doit se réinventer, quand on doit répondre à des enjeux nouveaux, on le fait une fois, on travaille avec tous les acteurs. Nous, on accompagne sur la certification, mais on n'est pas dans le conseil et on ne donne pas les clés de comment faire une bonne rénovation, une bonne construction. Mais en tout cas, il y a des parties prenantes autour, que sont les bureaux d'études, voilà, les AMO et tous les acteurs, et qui, ça permet après de mutualiser aussi et de partager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, les deux. Merci à tous les trois d'avoir répondu gentiment à mes questions. Maintenant, je vais me tourner vers le public pour savoir si effectivement il y a une ou plusieurs questions à poser pour venir directement interpeller les participants de cette table ronde. Je lève la tête et je regarde. N'hésitez pas. Oui, voilà, madame, au troisième rang. Bienvenue à vous. Oui, bonjour. Moi, c'était plus une question où quand je me positionne pas en professionnel, là, mais en particulier, dans le cadre de la rénovation des maisons, j'ai eu un projet sur Lyon. Bon, bref, je ne détaillerai pas. C'était plutôt bien, la LEC, etc. Par contre, vous avez parlé de l'éco-PTZ, du coup, et donc c'était il y a 3 ans, là, évidemment, il s'est passé 3 ans. C'était très, très compliqué à mobiliser, voire quasiment pas possible, sauf avec une banque éventuellement si on avait 3 mois devant nous. Est-ce que ça, quand vous parlez des 100 000, il y a plusieurs banques dedans et ça a évolué, ou on est toujours sur c'est compliqué? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, on parlait de massification. Clairement, je pense que les ménages, par exemple, sont peut-être plus à même de faire cette rénovation un peu globale au moment où ils achètent un bien. Et en fait, les timings dont on parle sont assez complexes. Donc je voulais savoir si ça s'était arrangé ou pas depuis 3 ans. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, là. J'ai peur de ne pas apporter de bonnes nouvelles sur le sujet, mais... Non, mais en ce qui concerne l'éco-PTZ, il y en a eu 100 000 effectivement l'année dernière, mais c'était la même chose qu'en 2023. Ça va dépendre des banques. Globalement, ça reste toujours compliqué d'obtenir un éco-PTZ. Après, les banques, en fonction de leurs besoins d'émission de crédit et du moment où on va les voir, ça va être plus ou moins facile. Mais voilà, on a vraiment besoin que ce soit beaucoup plus simple aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, et ça reste toujours extrêmement vrai. Concernant les timings, on est là non plus, on n'a pas de bonnes nouvelles à donner du terrain. Aujourd'hui, quand un particulier s'engage dans un projet de rénovation d'ampleur, donc c'est-à-dire avec 3 gestes au minimum, donc 2 gestes d'isolation et au moins un geste pour le changement de générateur de chauffage et le traitement de sa ventilation, c'est un parcours du combattant qui va durer au moins 12 mois. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et 12 mois, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Parce qu'on a des goulots d'étranglement à toutes les étapes avec les accompagnateurs Rénov', des goulots d'étranglement qui sont très importants, 3, 4, 5 mois pour pouvoir avoir une approbation d'un dossier auprès de l'ANA. Et puis après, une fois qu'on a enfin le sésame, qu'on a le droit de faire ces travaux, il faut les réaliser. Mais quand on les réalise, on va toucher l'enveloppe extérieure du bâti, donc il faut des autorisations d'urbanisme, donc il ne faut pas qu'on soit dans une zone protégée. Il faut que notre dépôt d'autorisation d'urbanisme soit accepté, qu'on ne soit pas challengé là-dessus. Voilà, donc ça reste encore un parcours du combattant, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que on voit les écarts aussi sur ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire vraiment la valeur des logements en fonction de leur étiquette énergétique, elle se creuse, donc la valeur patrimoniale, elle est de plus en plus importante pour les particuliers qui le font. Donc voilà, ça vaut toujours le coup. Il faut simplement savoir dès le démarrage qu'il faut s'armer de patience. Alors, juste peut-être un dernier mot quand même, parce que j'ai envie qu'on termine sur une note d'optimisme là. Quelles sont les raisons d'être optimiste? Vite, rapide tour de table, et puis après on rend l'antenne. Alors, les raisons d'être optimiste, c'est que, oui. Que c'est nécessité de toute façon de rénover, et que ça va prendre peut-être un peu de temps, mais les filières vont s'organiser et je pense qu'on va y arriver. Bon. C'est une évidence. Et ben voilà, Philippe. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les particuliers veulent le faire, les pouvoirs publics veulent le faire, les artisans veulent le faire, donc pourquoi on n'y arriverait pas? Véronique, en 30 secondes. C'est un peu pareil, de toute façon, on n'a pas le choix et des solutions, il y en a toujours, encore faut-il les trouver et les mettre en application. Donc, il y a plein de solutions qui existent, à nous
de les porter et de faire en sorte qu'on soit entendu et que ce soit déployé sur le terrain. Et vous dites ça avec le sourire, donc c'est top. Grand merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public d'avoir participé. Merci. C'est à retrouver en replay. Ah ben elle est déjà partie. C'est à retrouver en replay dans quelques jours, voilà, sur les antennes de Bâti Radio et de Radio Territoria. Dans un instant, on se retrouve pour une troisième table ronde. À tout de suite, merci.